Famille, justice, enfance. Bonjour et bienvenue sur RLP 102.3 depuis un direct de Coulommiers-Chamiers à Périgueux, RLP Radio Libre Périgord, dans l'émission Famille, Justice, Enfance. Donc aujourd'hui un direct toujours avec notre série d'invités, les psychologues notamment périgourdins. Nous sommes ce soir avec Maïté Gonzalez. Maïté, bonjour. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Je sais que vous faites preuve de courage, vous ne vous laissez pas abattre, vous avez été approché par une maladie, je crois, aujourd'hui, mais vous résistez farouchement. Oui, un petit rhume, qui fatigue un peu. D'accord, voilà. Ok. Tout va bien. Ce qui explique que vous n'êtes pas dans nos studios, mais ce sera par téléphone, mais qu'on voulait vraiment le faire, donc on le fera quand même. Alors le thème de l'émission sera simple, comme d'habitude. On met effectivement un peu de lumière, on essaie de regarder qui est notre invité, son parcours et autres. Et on va en profiter pour se demander aujourd'hui, mais qu'est-ce que c'est fondamentalement qu'un psychologue, qu'une psychologue, que ces gens que l'on rencontre dans nos environnements régulièrement, mais qui n'existaient pas forcément. Il y a une certaine... c'est assez contemporain, c'est assez moderne. On en trouve en justice familiale, dès qu'on s'approche un peu des aides de l'enfance, à l'hôpital. Donc on va pouvoir demander, elle va nous expliquer un petit peu qu'est-ce que vraiment ce métier, d'où ça vient et à quoi ça peut servir. Et puis surtout, elle nous expliquera justement comment on peut en bénéficier. Alors, Maïté, dites-nous, qui êtes-vous? Qu'est-ce qui vous a amené à faire ce métier? Quel est votre parcours? Qui est Maïté Gonzalez? Eh bien, je suis née à Bordeaux. J'ai fait mes études de psychologie à Bordeaux, suite à un baccalauréat littéraire. J'avais envie de comprendre un peu mieux la nature humaine. Et donc, je me suis inscrite en psychologie et j'ai obtenu un master, donc spécialité enfance et adolescence. D'accord. C'était dans quelle université? C'était à Bordeaux 2, Bordeaux 3? Voilà, c'est Bordeaux 2, Victor Ségalen. D'accord. Juste pour savoir, parce qu'on... humaine et sociale. On a beaucoup de préjugés sur les facs de psycho. On a vu beaucoup d'amis y aller en première année, puis ressortir en fin de première année. C'est une fac cheveux bleus, sérieuse, ou c'est une fac de fête, où on apprend vraiment des choses? La fac de psycho, ça vous a vraiment appris des choses? On travaille là-bas? Oui, quand même. Oui. En tout cas, sur les 3 premières années, il faut bûcher, parce qu'on a différentes matières qui sont parfois très éloignées. On peut très bien étudier la philosophie, comme la sociologie, comme l'anthropologie. Donc, ça reste assez vague, et ce qui permet aussi de changer de filière et de pouvoir faire une deuxième année de sociologie, par exemple. Il y avait des ponts qui étaient possibles, puisque ça reste dans les sciences humaines. Et c'est à partir de la 4e année que l'on se spécialise. Et donc, depuis, ça a sûrement changé, mais dans les grandes lignes, vous avez la psychopathologie, vous avez la psychologie pour l'enfance et l'adolescence, vous avez aussi la psychogérontologie, vous avez la psychologie du travail, entre autres. Voilà. D'accord. Et pour obtenir le titre de psychologue, il faut effectivement avoir fait le Master 2, c'est-à-dire les 5 années. Les 5 années, ok, qu'on peut approfondir éventuellement après via un DESS, mais pas obligatoirement. Alors, le DESS, c'est l'ancien terme de Master 2. D'accord, d'accord. Et quand on est psychologue clinicien, il y a une spécialité en plus, il y a quelque chose? Alors, psychologue clinicien veut dire que la personne a été en spécialité de psychopathologie. D'accord. Okay. Voilà, mais on peut introduire quand même une nuance, c'est aussi valable pour les personnes qui ont mis en place la spécialité enfance et adolescence. D'accord. Voilà. Donc vous, en l'occurrence, également. Effectivement, j'ai droit au titre de psychologue clinicien. Oui, d'accord, tout à fait. Ok. Et après cela, vous êtes parti un petit peu voyager, regarder le monde Oui, je suis partie en Espagne. J'ai pu mettre en place un master en orientation éducative, qui n'existe pas forcément en France, puisqu'à chaque pays, même si on reste en Europe, il y a quand même des différences entre pays. Et donc, ils ont effectivement un master qui s'appelle orientation éducative. Donc, vous avez 2 masters, en fait. Oui, effectivement. Effectivement. Et c'est avec cette terminologie d'orientation que j'ai pu principalement initier mon parcours professionnel dans l'insertion socio-professionnelle. Oui. Voilà, puisque effectivement, dans l'insertion socio-professionnelle, il y a ce qu'on appelle des psychologues du travail.
Oui, vous avez été psychologue du travail? Alors, j'ai une grande expérience en insertion professionnelle, ce qui correspond effectivement à la psychologie du travail. Après, on a un diplôme, mais si vous voulez, c'est son parcours professionnel qui nous amène à développer des compétences. Voilà. Donc, selon les choix de postes, voilà, sur lesquels on se positionne, on développe certaines compétences. D'accord, très bien. Et notamment dans le champ de la psychologie du travail. D'accord. Et aujourd'hui, vous êtes en libéral à Périgueux? Effectivement. J'ai quelques missions auprès de Pôle emploi, notamment sur des prestations pour des personnes en situation de handicap qui doivent effectivement mettre en place une reconversion professionnelle. J'ai eu quelques missions aussi auprès de la justice pour mettre en place des enquêtes sociales auprès du JAF. Vous avez été enquêtrice sociale, et voilà, on y arrive. Vous avez travaillé pour le JAF et vous avez fait des enquêtes sociales et ce genre de choses. Effectivement, voilà, au niveau de la justice. J'ai pu travailler aussi, donc on parle en termes de mission, faire des accompagnements auprès d'enfants placés, donc qui sont sous le couvert de l'ASE, de l'aide sociale à l'enfance. Et encore, on peut parler d'ITEP, de foyer, voilà. D'accord, très bien. Bon, donc une formation, une expérience, du contenu, ce qui vous donne la position pour pouvoir en parler et répondre à nos questions. RLP. Radio libre en Périgord. Famille, justice, enfance. Alors Maïté Gonzalez sur RLP 102.3 est avec nous ce soir. Une question effectivement que j'ai pas posée souvent à mes invités. J'ai reçu plusieurs psychologues. Alors, Zosé, on en a parlé un petit peu avant et ça peut être bien de le dire. Qu'est-ce que c'est qu'un psychologue? D'où ça vient? Comment c'est né? À quoi ça sert? Qu'est-ce que c'est que cette bête-là qu'on rencontre effectivement lorsqu'on se rapproche du JAF, lorsqu'on se rapproche de l'aide à l'enfance, qui n'existait pas forcément autant il y a 50, 60 ans et que maintenant on voit. Qu'est-ce que c'est? Alors déjà, c'est une personne qui a le diplôme, puisque le titre de psychologue, c'est encadré par l'Éducation nationale, par le ministère de l'Éducation nationale qui délivre un diplôme. Notamment qui s'appelle à l'heure actuelle le Master 2. Les missions du psychologue varient selon la structure dans laquelle il travaille. Voilà. Généralement, si on va sur des missions auprès de l'ASE, c'est pour un soutien psychologique, un accompagnement psychologique auprès des enfants. Il peut y avoir aussi une évaluation. Alors, on a des outils qu'on appelle des tests que l'on peut utiliser pour diagnostiquer un petit peu le profil de l'enfant et ensuite mettre en place une sorte de thérapie, c'est-à-dire un travail que l'on fait avec l'enfant pour venir travailler sur certains aspects identifiés au préalable. Oui, donc, généralement, avec les enfants, ça passe à travers le jeu. Ça peut passer à travers la lecture. Voilà, il y a plein de... Je veux dire, un psychologue n'est pas un psychiatre, un psychologue n'est pas un travailleur social. Alors, qu'est-ce qu'un psychologue? Un psychologue, c'est déjà pas un psychiatre parce que alors, parfois on nous appelle docteur, mais on n'est pas docteur, on n'a pas fait médecine. Et vous ne pouvez pas porter de diagnostic médical, je crois d'ailleurs. Voilà, on ne peut pas poser de diagnostic médical. Enfin, la grande différence, c'est qu'on ne peut pas prescrire de médicaments. Voilà. Un psychologue peut poser un diagnostic, mais en tout cas, il ne peut pas prescrire de médicaments. Et le psychologue, à la différence du psychiatre, on peut dire, c'est qu'il met en place un accompagnement. Voilà. Un soutien d'accompagnement psychologique, où il vient travailler sur différents aspects, comme la gestion des émotions, comme sur le comportement, le mode de fonctionnement de la personne, etc. D'accord, le psychiatre va être plutôt du côté médecine, thérapeutique, médicamenteux, vraiment pathologique. Exactement. Tandis que le psychologue sera plus dans l'étude des fonctionnements internes, du comportement en fait. Et sur l'accompagnement. Et sur l'accompagnement. Effectivement. Et sur la verbalisation. Puisqu'on est beaucoup sur la parole. D'accord. Voilà. On travaille puisque
la verbalisation, ça consiste à mettre en mots, et mettre en mots, ça consiste aussi à organiser sa pensée. Donc aussi à mettre des mots mettre des mots sur un vécu, sur des ressentis, sur l'enfance, etc. Et apprendre effectivement à mettre à distance et à réorganiser certains éléments de son parcours, en tout cas d'avoir l'impression d'être un peu plus acteur de son parcours, de venir identifier un peu ses priorités, ses besoins pour la suite, on va dire, de son parcours de vie. D'accord. En tout cas, s'armer, identifier ses ressources et s'armer pour la suite des événements. Ok. Alors, tout à l'heure, je vous ai un peu chatouillé un peu sur les études en disant qu'il y avait une réputation qui suivait les premières années de psycho, ce genre de choses et autres. Mais on va rectifier, dans la réalité. Énormément de gens se présentent en première année, mais il n'y en a pas autant qui ont le Master 2. Ça écrème beaucoup, je crois. Oui, alors après, les gens aussi se tournent vers... ça reste quand même un acquis, bien sûr, psychologie, oui. Parce que beaucoup de personnes vont se tourner, par exemple, sur des concours d'orthophonistes. Vous étiez combien en première année, par exemple, à Bordeaux ? On était très nombreux. Alors, en chiffres... Vous étiez debout dans les amphis, il n'y avait pas assez de place, c'était vraiment... Exactement, oui, D'accord. tout à fait. Et puis, au fur et à mesure, ça s'épure parce que les gens se positionnent par rapport au contenu de l'enseignement. Ça plaît ou ça plaît pas, c'est pas assez concret puisque c'est assez théorique. Ouais. Et certaines personnes vont chercher plus de pratique et vont peut-être se tourner sur des concours, par exemple, d'éducateurs ou ce genre de filière, de parcours. Et vous avez une idée du pourcentage de personnes qui ont le master en rentrant en faculté ? Il y a des statistiques qui ont été faites à la louche ? Alors là, j'ai peur de dire une bêtise, je préfère pas me prononcer. D'accord. Jennifer Martin nous a dit que ça écrémait beaucoup en fait, que si on travaillait pas, il y avait quand même, il y avait des vraies études qu'il fallait vraiment les terminer et puis que tout le monde, tous ceux qui se présentaient au début n'arrivaient pas à la fin. Oui, disons qu'il faut arriver avec un bagage théorique, on va dire, à la fois littéraire et scientifique. Mm-hmm. Et il faut effectivement faut être sérieux parce qu'on a différents enseignements qui demandent différentes compétences, on va dire. Donc il faut aussi bien bûcher les maths que la philo, par exemple. D'accord. Alors, ce qui va nous intéresser aussi de présenter, là, dans votre parcours, vous rejoignez beaucoup le thème de l'émission. Vous faites partie de ces gens donc, qui ont un numéro Adélie et vous avez travaillé un peu pour le JAF, vous m'avez dit, juge d'affaires familiales. Oui. C'est intéressant parce qu'on a très rarement l'occasion d'interroger des gens qui ont vu le système de l'intérieur. On a régulièrement l'occasion de voir des gens. Puis en plus, nous, si vous voulez, on a une situation, une position où on voit que quand ça se passe mal, donc quand ils viennent, ils râlent. c'est ceux qui sont pas contents. Voilà, on a beaucoup de témoignages, nous, de ceux qui sont pas contents. Vous, de l'intérieur, est-ce que vous avez eu l'impression d'avoir été utile et d'avoir eu les moyens de faire votre travail correctement ? Alors, on est beaucoup sur recueillir des informations. Il y a des informations très précises qui sont demandées par le JAF. Il faut recueillir la parole des parents et des enfants. Et puis, il faut avoir les données au niveau logistique, c'est-à-dire dans quel cadre de vie l'enfant se trouve, le parcours de vie des parents, qu'est-ce qui a amené à cette situation-là et comment évolue l'enfant au niveau de sa scolarité, au niveau de la maison, au niveau des activités extérieures, et puis comment l'enfant vit la situation lui-même. Voilà. Donc effectivement, c'est des points de vue qui peuvent diverger d'un adulte à un autre, voilà. Mais le point essentiel, c'est de garder la neutralité et de recueillir effectivement la parole et les données qui nous sont transmises. Alors Dominique Mas, qui est expert à La Réunion, Saint-Denis-La Réunion, qui a écrit un ouvrage sur les violences intrafamiliales qu'on a reçu ici, nous disait qu'en fait, les enquêtes, les psychologues étaient très 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 mal payés. Ils avaient eu là-bas d'ailleurs un scandale de copier-coller, une enquête, une expertise psychologique demandée par le JAF, c'est payé combien ?
Alors, j'ai fait ça pendant quelques mois pour avoir le rendu écrit qui demande plusieurs pages de mémoire. Ça tourne aux alentours de 300 €, je crois, de mémoire. 260, on m'avait dit, peut-être que c'est monté à 300, c'est possible. Et donc, pour Oui, 260 c'est aux alentours. ou 300 €, vous devez recevoir monsieur, vous devez recevoir madame, vous devez recevoir le ou les enfants, chacun individuellement, et puis après avec un parent. Oui. C'est ça. Donc, deux On parents, doit, un on doit, enfant, on est au moins à 1, 2, 3, 4, 5 rendez-vous. Oui, alors on est au domicile du père, au domicile de la mère. On peut aussi recueillir des témoignages extérieurs à la vie familiale. Ça peut être la directrice de l'école, ça peut être l'entraîneur de foot si l'enfant fait des activités sportives, etc. Donc effectivement, en fonction des situations, les témoignages peuvent être plus ou moins nombreux. Je veux dire, pour 300 €, vous pouvez pas faire les choses comme il le faut. Enfin, c'est pas possible. Ça demande de la disponibilité. Déjà, en plus, oui. Voilà, puisque les parents doivent être à domicile, donc généralement c'est après la journée de travail. Et puis ça demande un temps de retranscription qui est assez important, effectivement, avec une précision dans les données écrites. Les psychologiques, moi j'en ai lu un certain nombre, parce que j'animais les permanences pour les parents qui n'arrivaient pas à voir leurs enfants. Ça peut monter à des pavés de plusieurs dizaines de pages. Il y a un travail qui est derrière, et puis on va le dire. Moi, je me suis toujours demandé comment on pouvait apporter, parce que très souvent, ce sont des documents en plus qui ont beaucoup de valeur et beaucoup de poids au niveau du tribunal. Demander comment on pouvait porter autant d'importance à des choses qui étaient en fait si peu valorisées et dont les intervenants avaient, comment dirais-je, aussi peu la possibilité de creuser, d'accorder le temps nécessaire et de compréhension, parce que en plus, très souvent, ce sont des situations où ils sont en train de s'étriper les uns les autres, tout change quasiment d'un mois à l'autre, les positions vont évoluer. Et puis, c'est vrai qu'on se trouve sollicité parfois par des appels. En situation de crise, disons-le. Voilà, pour des situations de crise, un parent qui refuse de laisser l'enfant à l'autre parent pour X raisons, avec donc des démarches auprès du commissariat. Voilà, donc effectivement, ça vient étoffer, on va dire, le dossier à retranscrire. Donc, mais en même temps, effectivement, il faut arriver à garder une neutralité, c'est-à-dire ne pas être dans le jugement et être dans la précision. Donc, c'est assez difficile, effectivement, comme mission. Je pense que cette mission est extrêmement compliquée, et ça porte d'ailleurs à s'interroger sur l'encadrement de cette mission. Alors vous-même, je constate que vous ne l'avez pas fait durant très longtemps. Non, puisqu'après, effectivement, j'ai été enceinte et comme j'ai un enfant de bas âge, 2 enfants de bas âge, je ne peux pas me rendre disponible après la journée de travail. Oui, et puis on va dire on a plusieurs dizaines d'heures si on veut le faire correctement, et 260 ou 300 €, c'est pas forcément. Enfin, je veux dire, l'État n'est peut-être pas forcément à la hauteur de l'enjeu par rapport à ça, et ça peut malheureusement parfois se retrouver dans les résultats du système, en fait, de ce que produit le système. Oui, oui, effectivement. C'est très chronophage, tout ce qui est demandé, et du coup, est-ce que effectivement toutes les données qui sont retranscrites vont être évaluées et utilisées? On n'en sait rien. Puis nous, les enquêtes, on appelle ça un ralentisseur. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une audience au JAF. Les avocats vont dire « on veut comprendre ». Le JAF va demander une enquête qui aura lieu par les délais 6 mois plus tard. On se reverra. Ça veut dire qu'en fait, on perd 1 an de procédure. Et la fois d'après où on se revoit en procédure, le document est déjà, parce que le RILAG est ainsi fait, il est déjà quasiment obsolète, en fait. Voilà. De l'extérieur, on a un peu cette impression, cette constatation, avec des gens qui sont là parce que c'est leurs enfants, donc ils sont très à cran, ils sont très émotionnels, ils veulent que ça aille vite et autres. Et de l'extérieur, c'est parfois l'impression que nous, on a. Voilà. Oui.
c'est la lenteur des procédures vient alourdir, on va dire, tout le travail qui est mis en place, ouais. Surtout que, on va le dire, hein, vous et vos collègues, très souvent, en même temps, vous avez une mission de conciliation. Vous essayez de faire en sorte que les choses s'arrangent, que les gens s'entendent, qu'ils arrêtent de faire n'importe quoi. Très souvent, enfin, beaucoup de vous, de vos collègues, vous portez ce discours en même temps dans votre mission. Oui, alors, on est censé être neutre, mais effectivement, on essaye de concilier, ou en tout cas d'apaiser au mieux la situation. Oui, j'ai remarqué plusieurs fois ça. Pour que les choses se déroulent au mieux. Mais c'est parfois difficile. Parce qu'il y a des événements qui sont imprévus. Est-ce que cet environnement qui fait qu'effectivement ces événements de vie sont parfois très rapides, très intenses, très émotionnels, mais avec une justice qui est extrêmement lente et des intervenants qui sont, disons-le, sous-payés, est-ce que quelque part ça ne nuit pas à la résolution des problèmes, des conflits familiaux? Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de l'intérieur? Oui, alors c'est sûr que le système est dysfonctionnel dans le sens où il y a une temporalité qui est trop longue, une réactivité qui n'est pas là, et ça vient peser sur l'état, on va dire la santé mentale des parents, des adultes, mais aussi des enfants. Et parfois, on peut se sentir effectivement impuissant, c'est-à-dire qu'on a l'impression de s'investir pour très peu de résultats, ou en tout cas de s'investir dans le vide, quoi, finalement, parce que les choses ne bougent pas, bien que les choses soient actées, écrites, on n'a pas la main dessus. Donc, il y a des choses à revoir. Ouais. Est-ce que ça peut expliquer peut-être le fait qu'on soit dans des schémas un petit peu archaïques par rapport aux positions de l'homme et de la femme dans les conflits familiaux, et le principe de précaution qui fait de toute façon si je suis pas sûr, et puis qu'il y a est-ce que, parce que nous on trouve parfois qu'il y a des dommages collatéraux lorsqu'ils commencent à s'accuser les uns les autres de ci ou de ça, mais malheureusement la lenteur fait, les intervenants font que si on n'est pas sûr, on met des garde-fous, on met des barrières, et puis on fait un petit peu... En fait, le JAF, c'est une grande usine à générer des familles monoparentales féminines, et puis des pères qui se plaignent de ne pas assez être investis auprès de leurs enfants, si on le regarde en prenant un petit peu de recul. Enfin, en tout cas, la population qui vient nous voir, c'est un peu le ressenti qu'elle en a. Comment est-ce qu'on pourrait améliorer tout ça? Vous qui l'avez vu de l'intérieur, j'en profite parce que c'est pas souvent que j'ai l'occasion. Comment on pourrait faire pour éviter tous ces pièges et que ça aille mieux, en fait? Alors ça, c'est une grande question. Oui. Il faudrait peut-être déjà recentrer finalement les référents, parce que les enfants ont souvent des éducateurs, ils ont beaucoup d'interlocuteurs, le psychologue, l'assistant social. S'il n'y aurait qu'un seul référent adulte finalement qui se chargerait de la situation familiale, les choses peut-être iraient plus vite, effectivement. C'est pas mal ça. Les choses iraient plus vite. Maintenant, à savoir si la figure maternelle est prépondérante dans la garde des enfants par rapport au père, je pense que ça demande à être creusé. Il y a quand même beaucoup d'éléments qui rentrent en compte. Oui. Il y a plusieurs sortes de pères, il y a plusieurs sortes de mères, il y a tout le monde, voilà, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Et puis il y a le lieu de scolarisation, il y a le fait que la maman travaille ou le papa ne travaille ou pas, les charges, les revenus, enfin il y a plein d'éléments qui sont pris en compte, et la décision est quand même plus complexe qu'elle n'y paraît. Oui, c'est un peu toujours la même. En cas de désaccord sur les modes de garde, je dis quand ils ne sont pas d'accord. Je dis quand ils sont d'accord, oui, ça va. Mais quand ils ne sont pas d'accord, on est à 8% pour le père. Ce qui veut dire que... Et ça comprend les enfants qui imposent leur volonté et puis les parents qui vraiment sont dysfonctionnels. Ce qui veut dire que lorsqu'ils ne sont pas d'accord, le système produit de manière mécanique un petit peu le même schéma tout le temps. Oui. Bon. C'est vrai que la parole du père gagnerait
gagnerait à être plus c'est intéressant. Vous trouvez mise en avant. Ouais. Nous, on trouve Oui. que les pères d'aujourd'hui ne sont pas les mêmes que ceux d'il y a 50 ans et que la partie d'entre nous qui veut s'investir est peut-être pas autant entendue qu'elle le mériterait. Voilà. Oui, ça c'est vrai. Oui. On est bien d'accord. D'accord. Eh bien, ça me fait plaisir. Merci en tout cas, parce que je sais que ce que vous venez de faire, là, c'est un exercice qui n'est pas évident. Merci. RLP. Radio libre en Périgord. Famille, justice, enfance. Alors, Maïté Gonzalez sur RLP, quelque chose qui est vraiment intéressant, dont on a parlé un petit peu avant aux antennes et autres, c'est le soutien psychologique. Les gens ne le savent pas forcément, mais il est possible, de manière remboursée par la sécurité sociale, d'avoir accès à un professionnel tel que vous, avec qui discuter justement pour gérer ses émotions en période de crise, en période de burn-out, en période de conflit, de problèmes familiaux, en période de tension psychologique de manière générale. On peut avoir accès à des gens comme vous. Expliquez-moi un petit peu cette chose-là. Alors, c'est un dispositif qui est né après le Covid. Oui. Qui avait un terme différent, mais qui à l'heure actuelle s'appelle mon dispositif Mon soutien psy, qui consiste à être remboursé de 8 séances auprès d'un psychologue. Le psychologue doit être conventionné auprès de la CPAM, de la Sécurité sociale. Donc, en tant que psychologue, il y a des démarches à faire auprès de la Sécurité sociale pour être conventionné avec. Et pour pouvoir bénéficier des 8 séances remboursées par la Sécurité sociale, il faut une prescription médicale. C'est-à-dire, vous allez voir votre médecin, vous n'êtes pas bien, pour X raisons. Ça peut être le travail, ça peut être la famille, ça peut être voilà, un accident de vie ou un décès, un deuil, etc. Le médecin voit que vous n'allez pas bien, il peut effectivement mettre en place ce qu'on appelle un courrier d'adressage. Il remplit un document, et avec ce document, vous pouvez aller sur le site Amélie et trouver un psychologue ou une psychologue conventionnée auprès de la Sécurité sociale. Il suffit de taper la ville dans laquelle vous résidez, et vous avez un listing de psychologues avec le numéro de téléphone et l'adresse mail. Il suffit de contacter. Avec ce dispositif, vous avez donc droit à 8 séances remboursées. Alors attention, c'est à hauteur de 60% par la Sécurité sociale et 40% par votre mutuelle. Voilà. Il y a des exceptions, entre guillemets, dans le sens où si vous bénéficiez donc de la CSS, complémentaire santé solidaire, c'est anciennement appelé CMU, maintenant ça s'appelle CSS, vous n'avez pas d'avance de frais à faire. C'est-à-dire que vous allez voir le psychologue et c'est le psychologue qui va se faire rembourser auprès de la Sécurité sociale. Voilà, en tiers payant. Mais aussi, si vous êtes en affection longue durée, c'est-à-dire une maladie qui fait que vous ne pouvez pas travailler, etc. Aussi en congé maternité, voilà, entre autres. Donc, il y a des situations dans lesquelles vous n'avez pas d'avance de frais à faire et ce sera le professionnel qui sera remboursé par la Sécurité sociale. D'accord. Voilà. Bon, c'est bien de le dire aux gens. Si vous vous sentez pas bien, vous êtes en période de crise, vous avez l'impression de perdre un petit peu le contrôle. Surtout là, on est en janvier pour beaucoup de parents. Enfin, une partie de la population sont des périodes qui sont un petit peu délicates. N'hésitez pas, allez-y, allez parler à quelqu'un. Ça vous fera. On peut préciser que c'est à partir de 3 ans, c'est-à-dire que même un enfant peut en bénéficier. Super. Maïté, merci beaucoup d'être venue. On vous trouve comment? Maïté, M-A-I-T-E, plus loin, Gonzalez, G-O-N-Z-A-L-E-Z. Vous avez une page LinkedIn, vous avez des réseaux sociaux, vous êtes sur Périgueux. Bon rétablissement. Merci beaucoup d'être venu. Merci. Au revoir. Merci bien. Au revoir. Famille, justice, enfance.